Tout de suite, la revue de presse avec Hélène Frade. Hélène, rebonjour. À la une de la presse, la poursuite des révélations du New York Times sur la frappe de missiles dont on a beaucoup parlé sur France 24. Cette frappe, c'était contre une école iranienne à Ninab, c'est dans le sud de l'Iran, et elle avait fait plus de 150 morts le 28 février. Oui, le quotidien américain rapporte que une enquête militaire en cours confirme que les États-Unis sont bien responsables de cette frappe de Tomahawk et que cette bavure est due à une erreur de ciblage de l'armée américaine qui menait des frappes contre une installation militaire adjacente dont l'école faisait partie autrefois. D'après le New York Times, la question qui se pose maintenant serait de savoir pourquoi des informations obsolètes n'ont pas été vérifiées. Selon le Washington Post, une source proche du dossier affirme que l'école avait été identifiée comme une usine et figurait parmi les cibles autorisées, tandis qu'une autre source soutient qu'un dépôt d'armes était également visé dans ce secteur, mais dit ignorer si les forces américaines ont frappé l'école par erreur ou si elles ont tout simplement mal interprété ces renseignements, ce qui soulève aussi des questions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée américaine pour identifier les cibles. Outre ce terrible coût humain qu'on est en train d'évoquer, des frappes américaines, leur coût financier est vertigineux, près de 11,5 milliards de dollars pour les seuls 6 premiers jours de guerre, selon le Pentagone cité toujours par le New York Times, une estimation basse, alors qu'aucun signe d'apaisement n'est en vue. D'après l'agence de presse Reuters, citée par le Jerusalem Post, le quotidien israélien, une multitude de rapports du renseignement américain indiquent que le pouvoir iranien reste largement intact et ne risque pas, je cite toujours, de s'effondrer dans un avenir proche. La guerre au Moyen-Orient, Hélène, qui pourrait profiter à Vladimir Poutine. D'après Libération, le président russe fait le plein, profitant de la flambée des cours des hydrocarbures pour s'enrichir et du détournement de l'attention occidentale pour détourner l'attention de la guerre en Ukraine et se replacer sur l'échiquier international. Le Moscow Times, quotidien russe indépendant, cite des analystes qui estiment que la hausse des recettes liées à l'augmentation des cours pourrait toutefois être de courte durée et qu'il est peu probable que cette flambée des cours permette d'inverser complètement les difficultés économiques de Moscou. Dans l'immédiat, le site américain Politico fait état d'un autre problème pour l'Ukraine, lié toujours à la guerre au Moyen-Orient, le fait que ce conflit absorbe des munitions de défense aérienne américaine coûteuse, dont elle a désespérément besoin, ce qui pourrait mettre en péril les livraisons américaines futures et menacer par conséquent la capacité de Kiev à contrer les attaques de missiles russes. En tout cas, l'Ukraine, aujourd'hui, excelle dans l'interception des drones. Appelée à la rescousse, on le sait, par les pays du Golfe, l'armée ukrainienne continue à se perfectionner dans ce domaine, d'après le New York Times, qui raconte que les Ukrainiens ont fait de l'autosuffisance dans la production de drones une priorité au point de pouvoir désormais fabriquer ces armes sans aucun composant importé de Chine, devenus cruciaux sur tous les conflits à travers la planète, de l'Ukraine au Moyen-Orient en passant par Haïti. Le Nouvelliste relaie un rapport de l'ONG Human Rights Watch publié il y a 2 jours, révélant que des attaques de drones explosifs menées par le gouvernement haïtien avec le soutien de sociétés militaires privées ont tué près de 1250 personnes entre mars 2025 et janvier 2026 à Port-au-Prince et ses environs. Port-au-Prince, la capitale. Parmi ces victimes, 17 enfants, 43 adultes n'ayant aucun lien avec des organisations criminelles. Et puis les attaques de drones qui ont touché hier, pour la première fois depuis sa prise par la rébellion de la FCM 23, la ville de Goma, c'est en République démocratique du Congo. Oui, au total 3 personnes, dont une humanitaire française de l'UNICEF, auraient été tuées dans ces frappes. D'après l'AFC M23, la Croix raconte que la bataille pour le ciel de l'Est congolais s'est accrue ces derniers mois entre l'armée congolaise et la rébellion. Le journal catholique précise que l'armée congolaise n'a pas revendiqué formellement ces frappes, qui se seraient produites à quelques centaines de mètres du domicile de l'épouse de l'ex-président Joseph Kabila, qui a été condamnée à mort par contumace en raison de ses liens supposés, présumés avec la rébellion. Plusieurs sources, notamment au sein de l'AFC M23, affirment dans le magazine Jeune Afrique que ce dernier se trouve actuellement à Goma.
Et puis un mot à présent des difficultés de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, en difficulté dans l'affaire Pete Mandelson, qui avait été nommé ambassadeur aux États-Unis. La publication hier de nouveaux documents ne va pas arranger son cas. Oui, ce rapport prévenait en effet de l'existence, je cite, d'un risque général pour la réputation de Peter Mandelson en raison de ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, un avertissement que le Premier ministre britannique aurait délibérément ignoré, d'après The Independent. Keir Starmer qui se retrouve décidément en très mauvaise posture, en pleine cible du missile Mandelson dans le dessin de Christian Adams pour le Daily Telegraph, en très mauvaise posture également dans le dessin de Morton Morland pour The Times. Keir Starmer rattrapé par l'affaire Epstein, alors qu'il se prépare au conflit au Moyen-Orient. Cette affaire Epstein dont Trump tente désespérément de détourner l'attention selon le dessinateur britannique. Et puis on va terminer donc avec du sport, avec du foot et avec cette soirée de Ligue des Champions. Et on reparle donc des victoires du PSG et de Real Madrid. 3-0 contre Manchester pour le Real Madrid. C'est à la une de Marca, le quotidien sportif espagnol, mémorable. Le quotidien est ébloui par le triplé magique de Valverde. Grosse joie aussi effectivement de l'équipe face au réveil en beauté des Parisiens qui ont écrasé Chelsea 5-2. Paris est magique, enfin parfois.